Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous rassure d'abord, je ne suis pas brimé particulièrement par Sophie. Je lui avais suggéré d'intervenir à la fin avec un avantage, on est un peu moins contredit. Un inconvénient, c'est qu'il reste peut-être plus grand-chose à dire, hein, mais je vais trouver, ça, il n'y a pas de souci. Recherche et Solidarité, c'est un réseau d'experts et d'universitaires qui fonctionne depuis à peu près une dizaine d'années et qui a pour ambition, c'est un réseau associatif, qui a pour seule ambition de mieux connaître tout ce qui concourt à la solidarité et sous toutes ses formes, et en essayant de mieux le faire connaître. Pour ce qui concerne la collecte et pour ce qui concerne les associations qui collectent, notre seule ambition, c'est d'essayer d'être utile, mais essayer d'être utile en complémentarité avec ce qui se fait par ailleurs. C'est un peu, comment dire, dans nos gènes, on a horreur des doublons. De toute façon, il n'y a pas les moyens suffisants pour doublonner, on n'est pas tellement nombreux à travailler sur ces questions. Donc nous essayons de travailler en lien avec les autres partenaires, et surtout nous essayons de travailler des notions un peu orphelines, ou en tout cas qui n'ont pas été mises à jour. De ce point de vue, nous avons des enquêtes annuelles, et sur la collecte, nous travaillons sur trois piliers. Le premier, ce sont les déclarations de revenus et les déclarations de dons à Bercy. Ça fait une vingtaine d'années que nous travaillons sur cette question-là. Donc nous avons là des données exhaustives et précieuses. Le deuxième pilier, c'est un panel qui fait à peu près 1,2 milliard ou 300 millions d'euros de dons émanant de 120 à peu près associations de toute taille, de manière à suivre la collecte en France, la collecte des associations, mais également la collecte de la conférence des évêques, par exemple, de l'Église protestante et d'autres organisations. Et le troisième pilier, c'est une enquête annuelle auprès des donateurs. On aime bien les petits noms, donc on l'a appelé Aldo, parce que dans la famille, il y a Laura, il y a Bob, et puis il y a Aldo, ça, je ne parle pas de toute la famille. Aldo, c'est à l'écoute des donateurs, hein. On a essayé de trouver un truc qui nous fasse rire déjà nous, et qui nous permette de travailler dans la bonne humeur. Donc nous interrogeons les donateurs chaque année, à peu près en ce moment, à la fois pour voir comment ils vont, comment ils vivent les choses, et notamment actuellement avec l'atmosphère que l'on connaît, et pour leur demander aussi quelles sont leurs prévisions de dons d'ici la fin de l'année. Et jusqu'à maintenant, on ne s'est pas trop trompé. On le fait en septembre, et pour les collectes d'octobre, novembre, décembre, ça donne... Alors, c'est justement ce souci d'être utile aux associations, en leur donnant cette information, après qu'ils prennent comme telle. Alors, par rapport au sujet aujourd'hui, j'ai envie de faire trois parties, non pas parce que j'ai appris ça dans mes études, mais le concept, le donateur, que j'appelle plutôt le donacteur, parce que c'est plus sympa, et les associations. Alors, le concept. Moi, j'ai beaucoup aimé notamment ce qu'a dit Christophe. Aujourd'hui, et on vient de faire une enquête avec un comité de pilotage très large sur le numérique au service de la mobilisation citoyenne. Et j'ai envie d'élargir un petit peu le sujet, le débat, et de dire qu'il s'agit là de la mobilisation citoyenne. Elle passe par plusieurs degrés. D'abord l'information. Ensuite, éventuellement, la sensibilisation ou la pétition. Par hasard, si Greenpeace a été un des premiers à travailler sur... parce qu'il y avait tout. Il y avait aussi la pétition, la sensibilisation. Bien entendu, le don, mais aussi l'appel au bénévolat. C'est-à-dire, en fait, cette mobilisation citoyenne, elle doit permettre de créer entre l'association et les citoyens, donc toutes les personnes en potentiel, un lien. Même si ce n'est que de l'information. Même si ce n'est que de l'éducation au don ou de l'éducation au bénévolat qui pourra peut-être servir à d'autres associations. Tout ça, c'est un tout. Donc l'étude qui a été menée, qui est terminée, va être mise en ligne sur notre site. Elle a été cofinancée par le ministère en charge du secteur associatif. Et comme je vous disais, nous avons travaillé avec beaucoup d'associations, beaucoup de régions,
beaucoup de partenaires et c'est un travail qui peut éclairer sur ces aspects-là, mais encore une fois, c'est multiforme. Hein, ce que Christophe disait, quand on lance un message, il va avoir peut-être plusieurs effets, y compris à moyen ou long terme. Donc, premier élément, le concept est ne pas isoler le don en ligne de tout l'environnement. Le donateur. Alors, j'avais, il y a pas mal d'années, proposé d'appeler certains donateurs des donacteurs. Aujourd'hui, comme toujours, il y a deux catégories de donateurs, mais c'est très simpliste. En fait, chacun est un peu à tour de rôle, les deux. Il y a le donateur coup de cœur et il y a le donateur qui se prépare à un don construit. Sachant que le coup de cœur peut être starter, un facteur de déclenchement, et derrière, une construction de don avec une fidélité ou pas, selon ce qui se passe. Et je suis tenté de dire, du coup, la ligne de démarcation entre le coup de cœur et le don construit, elle est intergénérationnelle. Vous pouvez très bien avoir un tout jeune qui va travailler sur plutôt le coup de cœur et qui va donc s'intéresser beaucoup au don en ligne, parce que c'est pratique, on va voir pourquoi, notamment pourquoi. Et vous pouvez avoir un senior qui pratique le don construit et qui n'est pas plus bête que les autres, excusez-moi, je dis aussi peut-être défense personnelle, et qui saura servir d'un ordinateur, qui aura peut-être un petit-fils ou un petit-neveu qui va le briefer, chelou à ce point-là, hein. Donc, et qui va donner également par Internet. Pourquoi, en faisant ce don construit ou en cherchant à construire ce don, il va s'intéresser au don en ligne? Parce que, alors, au moins deux éléments essentiels. Le premier, auquel on pense peut-être pas assez, c'est le raccourcissement du temps, enfin la réduction du temps entre le coup de cœur ou l'intention et le passage à l'acte. Alors, je caricature une seconde parce que c'est plus pratique, mais vous êtes un donateur traditionnel au carnet de chèque, un message, une interpellation d'association, vous trouvez le stylo, le carnet de chèque, le timbre, l'adresse, etc. Et comme tout va très vite, on a aujourd'hui sans doute beaucoup de pertes en ligne entre le premier moment et le passage à l'acte. En général, pour les donateurs, ou plutôt pour les donacteurs, on finira toujours par passer à l'acte, surtout si c'est une association qu'on connaît, à laquelle on a l'habitude de donner. En revanche, si on est plus sur le réflexe, il est bien clair que entre le moment où vous avez le tilt qui arrive quelque part et la possibilité d'un clic, ça raccourcit énormément le temps. Et surtout dans la tête de quelqu'un, on se dit, c'est pas compliqué. Alors pour peu, effectivement, qu'on ait confiance. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut mesurer. Pour peu qu'on ait confiance, mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on achète à tout berzingue sur Internet et que petit à petit, on ne donne pas également sur Internet. Premier avantage, cette réduction du temps et cette possibilité d'utiliser le plus à fond possible les coups de cœur ou les intentions à partir de messages reçus. Deuxième avantage, vous en avez parlé, il est considérable, c'est l'interactivité. C'est l'interactivité pour des frais qui sont pas du tout comparables au téléphone ou à ce qu'il y avait avant avec le courrier. C'est-à-dire que là, on peut très bien, on peut dire, apprivoiser les donateurs pour qu'ils deviennent des donacteurs. Et beaucoup d'associations ont travaillé ce concept, elles ont essayé de créer un lien avec les donateurs de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer, de manière à ce qu'ils puissent accéder à beaucoup d'informations, mais en faisant eux-mêmes le menu. Parce que par définition, c'est pas quand on envoie une revue, on envoie la revue qu'on estime la meilleure possible par rapport aux donateurs tels qu'on les imagine. Et souvent, il y a
espace intersidéral entre les donateurs réels, on l'a vu, on a fait quelques enquêtes comme ça, quelques ONG, quelques associations, et les donateurs tels qu'ils existent et ceux qu'on perçoit. Pendant longtemps, on percevait ceux qui écrivaient, alors d'une écriture un petit peu tremblante, et c'est pour ça, c'était une dame de tel âge, etc. C'était pas du tout représentatif des donateurs. Bien, donc deuxième avantage, c'est celui-là, c'est l'interactivité, et c'est la possibilité pour les associations de passer des messages, de dialoguer, de s'expliquer, et véritablement de créer des liens qui peuvent durer entre l'association et le donateur, mais également entre le donateur et le secteur associatif en général. Ça bénéficie à tout le monde. Troisième élément, c'est là que ça se gâte, les associations. Bon, alors, on va vite oublier les propos malheureux introductifs qui nous présentaient les mauvais, les bons, parce que ça ne veut mais strictement rien dire. Nous recevons votre excuse avec grand plaisir. non, je vous taquine. Non. En fait, si vous voulez, Christophe l'a expliqué, ça n'est pas le don qui est l'indice absolument pertinent de la pénétration, enfin de l'écho qu'on a pu avoir à partir d'Internet. Et puis, par définition, si vous prenez le taux de la Ligue contre le cancer et si vous prenez le taux de Greenpeace, vous n'avez pas du tout les mêmes publics. Et là, pour le coup, effectivement, statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des dons en ligne lorsque vous avez un public qui est a priori plus jeune qu'eux. Donc cet élément semble... Enfin, il faut faire attention à ça. Pour autant, on a un instrument, enfin, je trouve que nous avons un dispositif extrêmement intéressant. Vous en avez, je crois, parlé. C'est l'agence Limite et l'IFOP qui font... il y a un baromètre tous les ans sur le don en ligne, et c'est extrêmement précieux. Ça nous renseigne terriblement. Alors, côté association, je dirais deux choses qui expliquent que c'est loin d'être facile et c'est loin d'être gagné. Même si le chemin qui est pris est un chemin positif et qui donne déjà quelques résultats. Premier élément, il est lié au contexte, enfin, ou à l'ambiance générale, ou à l'organisation générale qu'il y a dans une association. Une association, elle a d'un côté, alors je caricature là aussi pour faire simple, mais elle a d'un côté ceux qui dépensent sur le terrain, et de l'autre côté ceux qui vont chercher les moyens pour faire en sorte qu'on puisse dépenser. Et évidemment, ceux qui sont sur le terrain ont besoin chaque année d'un volant financier permettant de réaliser ces actions. Ajoutons à cela, bien entendu, les frais de structure, parce que par définition, plus l'association est importante, et puis elle devra, dès le 1er janvier de chaque année, mettre de côté ce qui va permettre de faire tourner le siège, les délégations, les salariés, etc. Donc, entre les besoins et les ressources, il y a un débat permanent parce que, côté ressources, pas forcément dans toutes les associations, mais dans beaucoup, j'ai animé le comité des donateurs de Médecins du Monde dans un temps assez ancien, et j'ai bien vu ce débat. Les personnes qui recherchent des ressources voudraient trouver des nouvelles niches, trouver des nouvelles recettes, aller chercher, être innovant. À la fois innovant parce qu'on ne reste pas dans le milieu des donateurs classiques qu'on a, mais aussi innovant parce que si on peut faire mieux que les voisins, et si on arrive avant, parce qu'il y a quand même une certaine concurrence au niveau du public entre les collecteurs, officiellement, mais en réalité, il y a forcément, on est un peu sur les mêmes, surtout si on est chez la dame de 66 ans. Tout le monde se précipite sur mamie, et du coup, elle en a plein la boîte aux lettres. Ça, je caricature à peine. Bien. Oui, alors, pour ce qui concerne... Je ne m'attendais pas à ce coup-là. En ce qui concerne les associations, elles ont donc ce problème, c'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'on leur laisse, il faudrait qu'on leur laisse la possibilité d'investir, la possibilité de commettre effectivement des erreurs, de faire des essais, et ça à la fois parce qu'elles ont
les besoins du terrain. Parce qu'elles ont aussi l'œil vigilant de mes ex-collègues, eux ils sont toujours, moi plus, de la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes veut absolument que les budgets soient vérifiés, etc., budget annuel, report, etc., parce que le compte emploi-ressources est un petit peu contraignant de ce point de vue. Une association qui voudrait investir pour du moyen ou du long terme a des gros soucis à se faire. Donc c'est un vrai problème à mon avis. Et puis, dernier point, finalement, ces nouvelles techniques peuvent créer dans une association un mouvement extrêmement important en termes de décision, de centre de décision ou de gouvernance. Dans une association qui fonctionne depuis beaucoup d'années sur un mode très particulier, très bien rodé, où la gouvernance est bien située, enfin en tout cas on sait où elle est, les acteurs on sait où ils sont, parfois en silo, parfois un peu plus à l'horizontale. Tout d'un coup, ce concept arrive, pour peu qu'il marche bien, il va être encouragé et les centres de décision, les centres de réflexion et les éléments qui avancent vont être un petit peu bousculés. Et dans l'enquête que nous avons réalisée, nous avons vu qu'effectivement, dans la plupart des associations, il fallait gérer ce changement-là. Il fallait le gérer parce qu'il fallait d'abord travailler beaucoup plus en équipe. Dans certains cas, il y a un petit peu de boulot. Et puis, il fallait réagir beaucoup plus vite. On n'avait plus 1 mois, 2 mois, 3 mois avec une réunion du conseil d'administration, puis après un comité technique qui va étudier. Non, là, il faut aller assez vite. Et du coup, on voit qu'il y a au sein des associations véritablement un enjeu. Et c'est pour ça qu'il faut être relativement indulgent et en même temps être à leur disposition pour les aider. Si je résume, le concept, c'est donc plus la mobilisation citoyenne, avec tous les volets que ça représente. Pour le donateur, qui va devenir, ou qui deviendra petit à petit un donateur, c'est une fantastique opportunité pour agir. On le voit bien avec le crowdfunding aujourd'hui, il y a une action réflexe qui se met en place. Et pour les associations, il y a un gros enjeu. À la fois, il faut leur permettre d'investir, comme le font les entreprises, d'investir en n'ayant pas forcément un retour sur investissement en année N+1 ou N+2. Et en même temps, c'est vrai que ça leur pose un vrai souci en termes de gouvernance.